regarde ça et merci. Environ 75% des professeurs du Québec suivent des cours de perfectionnement. Pierre Duprat, marié, 32 ans, enseigne l'histoire et l'histoire de l'art à l'école Sainte-Louise de Marillac, à Montréal. Mais il est aussi étudiant. Il suit des cours en vue d'obtenir une licence en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Ah, j'arrive d'un cours d'histoire, puis je m'en vais te donner un cours d'histoire. Je viens de me faire remplir, je m'en vais me vider. Puis là, j'ai le vendredi matin, comme ça, j'ai 2 heures de filet. De 10h30 à midi et demi. Je viens de finir un cours à 10h à l'école où j'enseigne. Puis là, j'ai une demi-heure pour descendre à toute vitesse à l'université. Je finis à midi et demi, puis j'ai un cours à donner à 1h. Alors là, si la circulation traîne comme ça, là, je suis foutu pour arriver en retard. C'est fantastique. Courir comme ça, là, s'il tombe de la neige comme aujourd'hui, il a neigé un peu, là, puis le pavé est glissant, là, ça peut complètement changer ma demi-heure de survie pour arriver jusqu'à l'école. La première lumière que je vais attraper, là, si elle peut rester verte, ça va être comme ça, jusqu'à là-bas, puis je vais arriver à temps. Est-ce que tu as trouvé un circuit plus rapide? Oui, je passe par un chemin là, qui court au-dessus de la montagne pour rejoindre Sherbrooke. Il faut que je traverse la ville. Il faut que je me rende là, presque au coin de Sherbrooke et Pineuf. J'ai une demi-heure pour faire ça. Alors en passant sur le flanc de la montagne, c'est un peu un chemin qui détourne comme une peau de serpent, mais j'ai des chances de ne pas avoir trop de circulation. Et je vois, si ça vous dérange pas, là, ça, puis ça. Oups. À mon tour, monsieur, merci. Ça, c'est mon dîner, ça. Alors, je suis le gars qui dîne au volant. Il y a beaucoup de professeurs comme toi qui sont obligés de faire des acrobaties. Ah, les professeurs qui étudient pour se perfectionner, il y en a 2 catégories. Il y a les privilégiés, ceux qui ont une bourse de la commission, ceux-là, ils ont 80% de leur salaire et puis ils ont tout le temps qu'il faut. Et puis il y a ceux qui étudient à leurs frais. Et moi, je dis pas seulement qu'à leurs frais, mais à leur temps aussi. Tu es obligé de faire 2 professions en même temps, tout simplement. Même si tu étudies à temps partiel, qu'est-ce que ça veut dire, ça, à temps partiel? Puis encore, hein, je suis un privilégié,
parce que si je demeurais ou si j'enseignais, par exemple, à Saint-Bruno, pas de possibilité. Là, au moins, c'est à Montréal. Je reste dans la ville de Montréal. J'enseigne à Montréal, alors j'ai le temps de rejoindre mon travail. En coupant, évidemment, sur mes dîners. C'est une situation qui est dure, mais je le fais. Et est-ce que ça te coûte cher, ça? Ben, Les cours que tu prends, c'est pour une maîtrise? ça, c'est pour une licence en histoire de l'art. Oui, c'est dispendieux, c'est 300 $ par année. On va essayer de couper dans le minute. C'est 300 $ par année, et puis c'est des livres à acheter, etc. Mais je pense que c'est pas ça qui est le problème fondamental. C'est pas une question de coût. C'est une question, on est vraiment dans une situation difficile. Moi, je me souviens, tiens, qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, il y avait une telle mentalité, là, à la commission scolaire sur le perfectionnement du personnel que souvent, on était obligé de prouver, ni plus ni moins, notre valeur en prenant un peu plus de choses à notre charge d'enseignant pour mériter la demi-journée là qu'ils nous donnaient, pas une demi-journée de congé, une demi-journée où on n'avait pas de cours, on tassait les cours ailleurs dans la semaine. Alors, on nous laissait une demi-journée libre pour pouvoir étudier. Moi, je me souviens, par exemple, en 65, en 66, j'avais donné gratuitement tous mes samedis matins pour surveiller une bibliothèque scolaire dans une école pour pouvoir bénéficier d'une demi-journée de congé pour venir étudier à l'université. Alors, autrement dit, c'est que professionnellement, tu prenais une charge supplémentaire, la charge de venir étudier pour te perfectionner, pour te tenir au courant de la science, te tenir au courant de ce que tu étudies, ce que tu enseignes. Et puis en plus de ça, en plus de prendre cette charge-là volontairement, on t'en ajoutait une autre sur les épaules, simplement pour prouver ta valeur, pour prouver que tu méritais vraiment quelque chose. Maintenant, peut-être que j'exagère un peu, cette situation-là, elle a un peu changé. Mais ça reste toujours quelque chose d'arbitraire. D'une année à l'autre, là, au début de l'année, par exemple, c'est fantastique. Je me demande toujours, avant d'aller faire mon inscription à l'université, si je vais pouvoir avoir la chance d'avoir une demi-journée de congé. Bon. Chère madame. On va essayer de l'avoir au prochain tournant. Non, c'est mauvais dans les tournants. Aujourd'hui, je suis chanceux, des lumières vertes partout. Bon, on est encore dans Outremont ici, ça veut dire attention au stop. Attention aux policiers camouflés. Je pense que sur ce coin-ci, là, j'ai eu 5 billets depuis 1 an. Des enfants. Il y a longtemps que tu étudies à Montréal, Ça fait 10 ans. 10 longues années. Et puis je suis réellement arrivé là, dans un temps pas du tout intéressant pour les études de perfectionnement. D'abord, moi j'ai toujours considéré là, que cette chose-là, le fait d'étudier, c'était quelque chose de fondamental, quelque chose de très important. Et je pense que les professeurs devraient être le type d'hommes qui sont continuellement aux études, parce qu'on a vraiment besoin au point de vue intellectuel, au point de vue scientifique, continuellement se recycler et se tenir à jour, se tenir à date. Maintenant, ben oui, c'est une forme d'éducation permanente, puis je pense que c'est nous d'abord qui devrions être en éducation ou en instruction permanente. Maintenant, l'époque, le temps présent, c'était vraiment pas le temps pour étudier. Tu sais, je me souviens, quand j'ai commencé en 59, j'ai fait une maîtrise en histoire. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en littérature. Quand j'ai eu fini de faire ces études-là, à l'université, on a dévalorisé les diplômes. On a dit que c'était des diplômes dépassés, qui avaient presque plus de valeur, qu'on ne pourrait rien trouver sur le marché du travail. Alors, ça faisait déjà 5 ans que j'étudiais quand on m'a dit ça. Je suis retourné aux études, j'ai converti une partie des crédits et de la scolarité que j'avais faite en licence. J'ai fait une licence en histoire de l'art. Et puis là, je suis en train de me demander si, au moment où je l'aurai en main, que j'aurai fini, qu'on ne dévalorisera pas tout ça.
Ça, c'est fantastique, ça. La question de... Bon, stationné en double. Non, ce que je te disais tout à l'heure, là, ce qui est le plus fantastique dans tout ça, c'est que la question du diplôme, la question du perfectionnement du personnel enseignant, il y a deux façons d'envisager ça. Et puis, malheureusement, présentement, ce qu'on fait, là, il y a une espèce de course au diplôme de la part des professeurs. Mais fondamentalement, je pense que c'est un manque à la base qu'il y a dans l'organisation de l'enseignement, d'abord chez les professeurs. Moi, je me permets de douter très fort d'une réforme de l'enseignement qui a commencé par essayer de réformer l'école secondaire, les cégeps, qui ensuite s'est occupé du primaire, et puis qui va bientôt s'occuper de l'universitaire, et puis qui a encore absolument rien fait pour les écoles normales et les études que les professeurs doivent faire. Ça, je pense que c'est une réforme de l'enseignement qui est tout à fait à l'envers. Les gens se promènent sur la tête au ministère, je sais pas, mais comment on peut avoir une école réformée si les professeurs restent formés dans les écoles normales de la même façon qu'ils l'étaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans? Il y a eu une évolution, mais il n'y a pas eu une philosophie, une pensée fondamentale pour tout rénover ça. Puis, la chose que je trouve la plus pénible dans tout ça, c'est que les diplômes qu'on reçoit en tant que professeur, ils sont dévalorisés à peu près à tous les 10 ans. Ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait inacceptable et de fondamentalement injuste. Un médecin, pour parler d'une autre catégorie de professionnels, ou encore un avocat, qui reçoit son diplôme en 1930 ou en 1940, s'il continue à pratiquer en 1960, en 65 ou en 67 ou en 70, son diplôme n'est pas dévalorisé. On suppose que, évidemment, s'il y a eu, par exemple, un médecin qui aurait eu son diplôme avant 1924, là, je ne sais pas s'il pratiquerait encore, c'est peut-être un peu vieux, mais disons donc qu'en 1940, il pratiquait encore. S'il a eu son diplôme avant 1924, il ne connaît pas la pénicilline parce que c'était en 24 que Fleming a découvert la pénicilline. Mais il reste médecin quand même. Mais on suppose que dans l'exercice même de sa profession, le gars va acquérir de l'expérience, qu'il va se tenir au courant des découvertes, qu'il va évoluer avec la science. Alors pourquoi reconnaît-on une telle chose, par exemple, aux médecins, aux avocats, et puis on ne reconnaît pas ça aux professeurs? Tiens, là, je viens d'accrocher une verte, mais si du train où je vais là, j'ai tout un beau chapelet de lumière rouge. Alors pourquoi on ne reconnaît pas justement aux professeurs cette faculté, tout en s'intégrant dans un milieu, de continuer à évoluer avec la pédagogie, de continuer à évoluer avec la science? Est-ce qu'il y a des professeurs qui, d'après toi, ils auraient du mal à pouvoir évoluer à cause de leurs conditions de travail? Oui, à cause des conditions de travail, mais tout simplement parce que ce sont des êtres humains. Il y a des mauvais professeurs, comme il y a de mauvais médecins, comme il y a de mauvais avocats, comme il y a de mauvais professionnels, comme il y a de mauvais ouvriers, comme il y a de mauvais manœuvres aussi. Il ne faut pas commencer à faire des cas particuliers parce que sans ça... Bon, je peux pas passer. On peut pas juger ça en faisant des cas particuliers parce que sans ça, on n'en sortira vraiment pas. Mais je pense que, comme profession, cette chose fondamentale qui est la sécurité des diplômes académiques qu'on acquiert à un moment donné, on ne l'a même pas. Si j'ai fait mon cours, par exemple, avant 1950, et puis que j'ai un brevet supérieur, à ce moment-là, avec le brevet supérieur, j'ai le brevet maximum que la société québécoise me donne pour enseigner. Et ce brevet-là devrait toujours rester le brevet maximum, comme le médecin qui a eu son diplôme en 1930. C'est pas le cas, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Et je pense que syndicalement, on s'est pas assez battu sur cette chose-là. C'est pas le cas parce que on a une drôle de politique. Présentement, là,
on évalue les diplômes par année de scolarité. Oups. Là, des petits enfants. Faudrait pas que je les écrase, eux autres, parce que je perdrais à la longue, j'aurais plus personne qui m'enseigne. Je protège ma matière première. Alors, qu'est-ce que tu me demandais? Mais pourquoi justement... Ah oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi dans l'enseignement pour justement changer ça? Non, c'est que présentement, on évalue les diplômes par année de scolarité. Alors, il y a ça, c'est tout à fait arbitraire, si tu veux. Il n'y a pas une université qui donne un diplôme qui, au moins au point de vue des années de scolarité, est parfaitement équivalent. Une maîtrise à McGill, ça veut dire d'autre chose qu'une maîtrise à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, qu'une maîtrise à Laval ou qu'une maîtrise à l'Université de Montréal. Puis même un temps, les maîtrises sont tombées à l'Université de Montréal, ils sont revenus après. Alors, ce qui arrive, c'est que tu as autant de diplômes que tu as d'universités. Ils n'ont pas la même valeur. Ils sont fondés sur le nombre d'années de scolarité. Moi, j'appelle ça une politique de fond de culotte sur des bancs d'université. Si tu as une licence qui t'a pris 3 ans de scolarité, elle est meilleure que si elle t'a pris 2 ans, et puis elle est moins bonne que si elle t'a pris 4 ans. Alors ça, c'est l'arbitraire installé en système. Continuer à... Mon copieux dîner. C'est fantastique. Même des fois, je prépare mes cours en m'emmenant en automobile. Regarde, là, c'est une église qui est un peu un mélange de style canadien et puis de style roman. Oups, puis t'as des contreforts ici. J'ai fait de la photographie l'autre jour parce que j'avais un cours à donner. J'ai fait de la diapositive, j'avais un cours à donner à mes petits gars là-dessus. Même j'utilise le peu de temps qui me reste pour dîner puis pour aller à l'université à l'école pour trouver des documents, trouver de la photographie. C'est avec lui. Combien il te faut d'années d'études comme ça pour arriver à avoir ton diplôme? Ben, normalement, c'est 3 ans à plein temps. Si tu fais ça à demi-année, ce qui est un gros maximum, puis encore, si tu étudies à demi-année, il faut, avec le prorata d'une demi-journée de congé par jour, il faut absolument que tu sèches des cours. C'est que tu manques des cours, que tu sautes des cours. Ça te prend 6 ans, normalement, pour avoir une licence. Après, ce que tu feras quand tu auras ta licence, par exemple, pourquoi tu vas la suivre du reste? En d'autres termes, pourquoi les raisons fondamentales en ordre de t'inscrire pour la licence? Ah, les études. Tu veux que je te réponde en grec? Je vais te dire Tignotis et Auton. Pour moi qui ai dit ça, c'est Socrate. C'est le connais-toi toi-même de Socrate, je sais pas. Moi, il me semble que c'est essentiel. Ça peut pas faire autrement qu'être comme ça. Un professeur qui, même après un cours classique, même après un bac en pédagogie, même après une licence en pédagogie, s'il reste là, s'il s'assoit, ben, il s'assoit dans une science qui est dépassée au bout de 5 ans. Disons-nous aussi que j'ai besoin de ce challenge, de cette provocation des cours, des travaux à faire, des travaux à remettre. Alors, c'est un peu pourquoi j'étudie encadré, si tu veux, par une université, encadré par un diplôme à obtenir. Mais je le fais par plaisir d'abord. Puis je le fais aussi parce que les premiers bénéficiaires, c'est toujours les élèves. Si tu as des professeurs bien préparés, si tu as des professeurs qui ont le souci de se perfectionner, ben, c'est les élèves qui en bénéficient. Puis en fait, on dira bien ce qu'on voudra, tu sais, on est là pour eux autres. Tu permets que j'aborde ma deuxième sandwich. Ça doit être au jambon. Ça, c'est fantastique, mon vieux. Ça doit rester dans les machines d'université au moins 2 semaines. C'est comme manger un peu de brandy entre 2 plans. Tes papiers? Qu'est-ce que vous faites là? Ton nom à toi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse-là? Sur la rue Rachel, à l'est de Papineau, 3 policiers en civil nous arrêtent pendant qu'on changeait la bobine de son.
Un autre policier tapait sur la caméra. Le caméraman aussi était barbu. Les policiers cherchaient des terroristes. Et si vous revenez, passez donc pas par ici parce que on arrête tous les barbus. Ouais, ça va avoir retardé cette affaire-là. Ben oui. Pauvre policier, il cherchait des barbus. Je me demande pourquoi on n'arrête pas un bonhomme digne comme Jacques-Yvan Morin, par exemple. C'est un grand barbu, ça aussi. C'est encore un grand barbu. Tu veux parler plus fort? Il cherche des terroristes. Alors, j'ai un chapeau intelligent sur la tête. C'est un chapeau russe qui a des grandes oreilles. Alors, quand il fait froid, je baisse les oreilles, mais je suis jamais gelé les oreilles. Il me semble, moi, qu'un climat comme ici, qu'il te faut un chapeau qui te protège un peu les oreilles. Alors, comme il est russe, suspect. La barbe en plus, doublement suspect. Alors, comme ça, on m'arrête gentiment, puis on me demande de montrer mes papiers. Ben ça veut dire que je suis en retard, là, c'est définitif, alors on se pressera plus. Je suis 5 minutes en retard, je vais avoir une petite engueulade, et puis ça va aller parfait. Qu'est-ce que tu proposerais comme réforme pour que les professeurs à l'université puissent plus facilement suivre les cours? Ben, je t'avoue bien franchement que c'est une question bien embêtante. Je ne sais pas. Là, on vient d'instituer l'année sabbatique. C'est déjà une amélioration. Où tu as des professeurs qui, automatiquement, à tous les 7 ans, vont pouvoir bénéficier de congés une année qu'ils pourront employer pour étudier. Il faudrait surtout rendre les horaires des écoles très malléables pour qu'on puisse, quand on a des temps libres, là, pour qu'on ne soit pas attaché à l'école, vraiment comme des esclaves, avec des cours, et surtout, pas des cours, mais avec des surveillances. Excuse-moi. Avec des surveillances de dîner, des surveillances de récréation, des surveillances de toilettes, un tas de choses comme ça, qui t'empêchent vraiment d'avoir un horaire malléable où tu puisses t'absenter de l'école, pas pour aller vendre des cravates pour compléter ton salaire quand on est rendu. Pour vraiment, là... Bon. Mais qu'on ait un horaire malléable qui nous permette d'aller à l'université, de revenir et puis de donner des cours dans une situation un peu plus humaine. Okay. Il me reste une demi-sandwich pour les pigeons. Ça, je vais mettre ça là, puis en 2 cours, là, je vais bouffer lentement. Il y a des progrès fantastiques qui ont été faits dans le domaine de l'audiovisuel. Mais ce qu'il y a de dramatique encore, puis là on revient toujours au même problème, celui du perfectionnement des maîtres, c'est qu'on n'est absolument pas préparé pour travailler dans le domaine de l'audiovisuel. Moi, personnellement, ça fait pas tellement longtemps, ça fait juste 8 ans que j'ai fini l'école normale, j'ai jamais eu un cours d'audiovisuel. Puis encore, ce que disait Gérin Lajoie, je me souviens une fois que Gérin Lajoie s'était exclamé en chambre, puis il avait dit comment il y a encore des professeurs dans les écoles, voulant dire par là que l'audiovisuel était pour remplacer les professeurs dans les écoles. En réalité, quand on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'audiovisuel facilite notre travail d'enseignement, mais ça demande énormément de préparation, puisqu'on est obligé non seulement de faire une préparation de cours, faire une préparation de classe, mais on est obligé aussi de faire une préparation dans le domaine de l'audiovisuel. Quand je me souviens des cours que j'ai donnés, par exemple, à des adultes, ça me prenait à peu près 2 ou 3 heures préparer mon cours, puis des fois je devais mettre au-delà de 5 heures pour préparer l'audiovisuel, simplement pour préparer l'audiovisuel. Alors au lieu d'enlever des professeurs, ça va au contraire demander des professeurs encore plus compétents, puis plus prêts, encore plus préparés pour monter leur cours, pour préparer leur classe. Mais ça suppose aussi perfectionnement, ça suppose des cours, ça suppose un entraînement. La caméra qu'il y a dans les mains, lui, j'aimerais ça pouvoir m'en servir, moi. Je ferais des films extraordinaires avec ça, pour mes étudiants, pour mes gars.
sur l'architecture, sur un tas de sujets. Et parle-nous des élèves que tu avais. Ah, ben, vous les avez vus cet après-midi. C'est des petits gars extraordinaires. Puis c'est tous des petits gars qui viennent d'une zone grise. Tous des petits gars qui viennent de quartiers défavorisés à Montréal. Et puis, on avait là organisé avec mon principal une section classique formidable. Parce que les petits gars, même s'ils viennent de zones assez difficiles ou de zones dévalorisées au point de vue économique, ils étaient groupés ensemble, puis c'est tous des petits gars qui ont des quotients intellectuels très forts. Mais ce qui arrive là, avec les supposés renouveaux qu'il y a dans l'éducation, souvent c'est seulement que des renouveaux administratifs. Là, la commission scolaire détruit notre école, elle coupe notre école et répartit les élèves un peu partout, de sorte que le travail qu'on a fait depuis 6 ans, c'est fini. Parfait.